L'instant IT par Asensi. Bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro de l'Instant IT par Asensi, le podcast consacré aux enjeux des DSI, directeurs et directrices des systèmes d'information. Je m'appelle Laurie et pour cet épisode, je suis en compagnie de Jean-Luc Perrard, DSI de Stellantis. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Stellantis est un géant de l'automobile, une constellation, comme son nom l'indique, regroupant 14 marques, générant autant de diversité que de contraintes pour la DSI du groupe. Nous allons découvrir tous ces domaines d'application et d'intervention avec notre invité. Alors soyez les bienvenus, l'Instant IT par Asensi, ça commence maintenant. Jean-Luc, avant de nous parler du poste que vous occupez actuellement chez Stellantis, est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de votre carrière ? Je dois arriver à mes 36 ans de carrière chez d'abord PSA, puis Stellantis depuis 20 mois. De formation, je suis un ingénieur et dans ces années dans l'automobile, en fait, j'ai fait, pour faire simple, 2/3 dans mon métier de formation qui est l'informatique, mais j'ai fait 1/3 de cette durée dans des métiers plus industriels. Et puis, j'ai été aussi directeur d'une des usines de production à Rennes il y a juste 10 ans. Et depuis la création de Stellantis, je suis directeur informatique de la partie Europe de cet ensemble-là. Vous éloigner du monde de l'informatique, c'était un défi personnel ? C'était une opportunité au départ, c'était clairement un risque et c'était un vrai challenge parce que la question c'était quelle va être ma valeur ajoutée là-dedans. Et c'est vrai que c'est un défi parce que les gens vous connaissent pas et vous recommencez un peu à zéro. C'est une expérience assez intéressante. Stellantis est une jeune entreprise issue de la fusion de constructeurs historiques dans le monde automobile. Elle regroupe donc de nombreuses marques à travers le monde. Est-ce que vous pouvez nous la présenter plus en détail ? Oui, avec plaisir. C'est quelque chose d'assez incroyable. D'abord, c'est très récent parce que ça date de janvier 2021, donc pas encore tout à fait 2 ans. C'est un ensemble de 14 marques. Ça nous place dans une position de 4e ou 5e constructeur par la taille et on est le 3e sur le podium en termes de résultats financiers sur le semestre. On va de Ami, cet petit objet de mobilité Citroën qui vaut 6 000 € ou 19,99 € en location par mois, jusqu'à de superbes Maserati qui valent 200 000 € et on passe par Jeep, Peugeot, Citroën DS pour la contribution PSA, mais aussi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge, et puis Ram, qui est une toute jeune marque de trucks. Ce qui me paraît quand même assez impressionnant à partager, c'est que cette création s'est faite en mode remote, dans un contexte de Covid. Donc en fait, on a travaillé avec les moyens que l'informatique a fournis. Donc ça, c'est aussi au passage un sujet de satisfaction. Donc on a beaucoup de choses à faire encore. Il y a eu la présentation de la Jeep Avenger au Salon de l'Auto, et c'est un des premiers produits issus de la collaboration entre nos deux groupes. Je crois qu'il y a aussi une volonté par cette fusion de mutualiser les compétences. Oui, bien sûr. C'est une organisation selon 3 axes. Il y a l'axe des régions, il y a l'axe des marques et il y a l'axe des fonctions. Donc par exemple, l'IT est considérée comme une fonction transversale, mais elle a un lien très fort avec les régions où elle est implantée. Donc par le jeu de ces 3 axes, on arrive à couvrir toutes les problématiques, qu'elles soient industrielles, de vente, etc. Et vous aviez un exemple d'un tronc commun finalement entre Opel Corsa et Peugeot 208. Ah oui, alors quand PSA a fait l'acquisition d'Opel à la mi-2017, Opel Corsa était un produit en phase de développement. Le projet a été stoppé. On a redémarré un projet sur une base, sur une plateforme qui est celle de la 208 et de la C3 à l'époque. Et ce qui est absolument bluffant, c'est que si vous voyez ces 3 véhicules dans la rue, ils ne se ressemblent absolument pas. Donc selon les domaines, on a établi des roadmaps, des visions, des schémas directeurs de la façon dont on allait amener l'ensemble des utilisateurs sur un système unique. Ce qui amène à choisir entre l'un et l'autre. Il y a des activités moins connues aussi dans la mobilité, donc la location et le service, et puis autour de l'après-vente. Oui, vous avez raison. Il y a aussi avec Mopar une marque d'après-vente. On a dans l'après-vente aussi une activité qui s'appelle Eurorépar, donc ça c'est pour la partie after sales. On cherche aussi beaucoup à développer la partie contrat de service. Puis on a aussi tout ce qui est relatif à la mobilité, au car sharing, aux accès à des mobilités un peu différentes, autour du véhicule électrique, etc. Une entreprise de cette taille, en chiffres, ça représente quoi ? C'est 280 000 employés à peu près. Notre chiffre d'affaires était de 150 milliards l'an prochain avec des objectifs de croissance assez élevés. Et puis ce sont aussi une centaine de lancements entre 2022 et 2030, de lancements automobiles. Et évidemment, on couvre beaucoup de régions, les États-Unis et l'Europe qui sont nos piliers principaux, l'Amérique du Sud qui est un marché où on est très très présent. On a
à Betim au Brésil, probablement la plus grosse usine d'assemblage du groupe. Personne ne sait ça. Ils ont produit jusqu'à 700 000 voitures par an. On a une région qui est en développement depuis quelques années, qui est Middle East Africa. Il y a l'Inde-Pacifique, qui est une région vraiment en développement pour nous, et la Chine, qui est plus compliquée. Et si on entre dans le cœur du sujet, donc votre activité de DSI, alors tout d'abord, comment fonctionne-t-elle ? On a été une des premières directions à avoir engagé autant de monde dans la préparation de cette fusion, donc environ 1 an avant. La réalité, c'est que nous n'avions pas 2 paysages applicatifs, mais 3. FCA en Amérique du Nord avait ses propres systèmes, FCA en Europe, et puis PSA. Donc on a commencé à regarder, pour faire simple, un mapping des paysages applicatifs. Dans un cas, quand on a le système de supply chain, d'order management, qu'est-ce qui fait cette fonction-là dans un cas, qu'est-ce qui fait dans l'autre pour avoir la correspondance entre les différents systèmes. Ça prend pas mal de temps. Nous parlons là de possiblement quelque chose comme plus de 5000 applications, certainement, et peut-être 6000, 6500. Alors évidemment, quand je dis ça, j'additionne des choux et des carottes. Il y a des applications qui sont des backbones, plus absolument structurants. On a des applications qui peuvent avoir été créées au milieu des années 80. On a des applications très modernes, très récentes sur le cloud. On commence à avoir quelques touches d'applications d'intelligence artificielle, de la data évidemment. Et quant à l'organisation, on a convenu d'avoir une fonction qui s'occupait de la convergence, le choix des différents systèmes pour définir ce que sera le paysage applicatif cible de Stellantis. Et puis, on a convenu de transférer un maximum de techniques IT dans cette entité. On a accueilli début septembre un nouvel arrivant qui est Chris Taylor, qui est le CDIO de l'ensemble. Début 2023, on s'orientera vers probablement une nouvelle organisation. Moi, j'en suis plutôt fier parce que ça aura permis à la fois de faire travailler ensemble des gens d'origines diverses, de travailler très vite sur une définition de ce qu'était la convergence, surtout pour nos utilisateurs. Et donc, on est en train de réfléchir, et surtout le CDIO, à ce que peut être l'organisation d'une direction informatique, d'une direction digitale pour une entité comme Stellantis. Sachant que la voiture qui était longtemps de la tôle sur des roues est aujourd'hui un objet logiciel. On a du soft on-board, mais on a beaucoup de soft off-board. Et on a de plus en plus de véhicules connectés. Et donc, de ce fait-là, ça tire une vraie évolution aussi des compétences et des façons de travailler dans l'entreprise. Ça représente combien de personnes ? C'est donc à peu près 3000 personnes. Notre budget informatique, l'ordre de grandeur, c'est 1,5 milliard. Ça montre qu'on est des gens qui sont soucieux de l'efficience, et en contrepartie, on nous demande aussi des efforts. C'est pas forcément si trivial que ça dans un monde où les fournisseurs de logiciels, les software vendors, sont quand même une grande partie du temps complètement déconnectés de la réalité de leurs clients et ont des pratiques pour certains d'entre eux qui sont pas cohérentes avec ce qu'on nous demande à nous en tant qu'informaticiens dans un groupe auto. Les tâches de la DSI, alors tout d'abord au quotidien. C'est probablement extrêmement simplificateur, mais au fil du temps, on est arrivé à dire qu'on avait des activités de plan, de build et de run. C'est classique. Le run m'occupe beaucoup. Je suis très soucieux qu'on ait une réactivité extrêmement forte dans nos opérations. Donc ça, c'est quand même quelque chose au quotidien. Faire fonctionner ces ensembles d'applications extrêmement interdépendantes dans des contextes désormais de fuseaux horaires nouveaux pour nous. Donc certains de nos systèmes doivent tourner 24/24, 7 sur 7, des exigences assez fortes. Je peux peut-être vous donner une illustration de ces histoires de run. On a un indicateur qui mesure le nombre de voitures perdues pour des causes informatiques. C'est des voitures perdues au sens de la fabrication. C'est-à-dire sur un programme de fabrication, au bout de la journée, si vous deviez produire comme certains sites 2000 voitures, combien en moyenne ai-je de pertes dues à une cause informatique ? Jusqu'à septembre, on est à un niveau de 380 voitures perdues par million de voitures produites. Ce qui traduit un niveau d'exigence extrêmement fort. Dans les attentes du top management, souvent, on nous demande la protection de l'entreprise. Ça n'est pas que, c'est aussi bien sûr la cybersécurité, mais c'est aussi tout ce qui a trait à la disponibilité des applications, leur performance. Donc ça, c'est toute l'activité de run et ça se décline sur chacun des métiers, l'ingénierie, le styling, le manufacturing, la supply chain, l'after sales. Sur le build, c'est assez classique. Il y a ma vision stratégique, vers quoi je veux aller, quels sont mes schémas directeurs, etc. Donc ça occupe des équipes d'architectes fonctionnels. Notre build est aussi beaucoup fait de modifications de systèmes existants. Par exemple, en ce moment,
on a un projet global transversal à Stellantis de nouveaux systèmes de consolidation comptable. Et il y a une partie du run que je connaissais pas, c'est le service de vente de voitures 100% en ligne. C'est ce qu'on appelle le selling online. Les gens veulent pouvoir faire leurs achats eux-mêmes, le choix du véhicule, sa configuration et aller jusqu'au paiement et à l'achat. On a des objectifs assez ambitieux de vente de véhicules de cette façon-là. Tous nos véhicules aux employés sont vendus de cette manière-là aujourd'hui, par exemple, et c'est une tendance. Dans votre travail, il y a également une grande part de projection vers l'avenir. Oui, pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est que on est là pour servir un métier qui évolue énormément, à la fois sur la nature même du produit. Il y a aussi des évolutions qui sont liées à la disponibilité de technologies, la maturité du cloud qui est indiscutable désormais, tout ce qui se passe autour des data, donc qui nous amène à intégrer nous-mêmes de nouvelles technologies. On essaie de pas se précipiter trop vite dessus pour pas essuyer les plâtres, mais dès qu'elles sont mûres, on essaie de voir ce que ça peut apporter dans les différents business, et puis des fonctionnalités tirées par le business. Et au niveau de l'intelligence artificielle ? Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est plutôt sur le domaine du véhicule connecté et de la conduite autonome. On commence à voir quelques premiers proof of concept dans des domaines comme le manufacturing, mais indiscutablement le gros consommateur pour le moment, c'est tout ce qui a trait à la conduite autonome, dont on parle beaucoup. C'est quand même quelque chose qui est assez compliqué, mais les choses évoluent. Vous accompagnez aussi les métiers dans l'évolution réglementaire et donc par rapport au CO2 par exemple. Sur le CO2, c'est un exemple que j'aime beaucoup de support au métier et à l'entreprise. En 2018, le groupe était dans une phase de préparation de l'arrivée des réglementations sur les émissions de CO2, où nous devions en moyenne ne pas dépasser 95 grammes de CO2 au kilomètre par véhicule immatriculé en Europe. Et ça a été un projet d'entreprise pour ne pas payer de pénalité. L'ordre de grandeur, pour 1 gramme de dépassement, c'était de l'ordre de 200 millions d'euros de pénalité. Pas une petite affaire. Donc une mobilisation transverse à toute l'entreprise parce que ça concerne à la fois les gens qui conçoivent les voitures, les gens qui les vendent et puis les fabricants. Et en fait, le rôle de l'IT, à partir de mars 2018, la direction de la région nous a demandé de donner un coup de main pour les aider à gérer un Excel monstrueux. Donc on est intervenu pour les aider. Le problème, c'est que vous introduisez un paramètre majeur en plus de celui des volumes et de la rentabilité des voitures. C'est plus qu'une complication, c'est une élévation au carré. Donc on a beaucoup aidé les métiers, travaillé avec eux en grande proximité. Je crois que c'est un des premiers beaux exemples de gestion de data. Et dans le même temps, on a déployé les normes WLTP, qui sont des nouvelles façons d'homologuer les voitures et de mesurer les consommations. Donc ça a créé beaucoup de tension, beaucoup de pression sur nos utilisateurs pour les ventes. On y a mis beaucoup de volonté pour les aider. Ça s'est bien passé. Alors la bonne nouvelle, c'est que dès la première année, on n'a pas payé de pénalité. Donc ça veut dire que notre collaboration était efficace. Donc là, vous pouvez savoir et prévoir pour tous les véhicules leur consommation de CO2. Beaucoup plus que ça, parce que évidemment, depuis très longtemps, on sait, pour un véhicule donné, dans une configuration donnée, selon qu'il a des barres au toit, selon qu'il a des roues de 18 pouces ou de 16 pouces, on sait dire quelle sera sa production de CO2. Mais ce dont je parle, moi, c'est que pour que sur l'ensemble des millions de véhicules que nous vendons, on soit compliant avec le seuil à ne pas dépasser, il faut qu'on soit capable d'anticiper ce que seront les ventes pays par pays. Donc il fallait être capable à la fois de fixer des objectifs, de les suivre au jour le jour, point de vente par point de vente. Donc ça demande beaucoup de manipulation de chiffres, de simulation, de tests. On a annulé certains véhicules dans nos gammes qui étaient mauvais élèves en termes d'émissions de CO2. On a su dire assez rapidement que, par exemple, chaque mois, le programme des usines, en fonction des produits qu'ils font, devait être celui-ci pour qu'il soit cohérent avec les objectifs de CO2. Quelles expertises vous pourriez trouver auprès d'une ESN comme Ascensi pour vous accompagner ? Il y a une pression telle sur les coûts, une telle compétition, et donc on a une orientation vers des pays à bas coût. Donc on a monté des partenariats avec des grands noms du service. Ça n'a pas été très simple. On est passé à un modèle où on confie davantage de choses end-to-end à des fournisseurs qui sont capables, certes, d'avoir un peu un front office près de nous, et d'avoir aussi une capacité de frappe dans des pays qu'on appelle plus low-cost countries, qu'on appelle maintenant best-cost countries. Donc on a beaucoup de gens qui travaillent pour nous en Inde. Puis évidemment un support technologique de la part des entreprises de votre métier, parce que on a des compétences en interne, on veut internaliser des compétences sur des sujets comme la capacité à maîtriser la cloudification, l'IA, la data. Voilà, donc il faut qu'on ait aussi cette capacité à la fois d'avoir ces compétences en interne et d'être supporté par des entreprises de services. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez 36 ans de métier. Quel regard vous avez sur toutes ces années ? D'abord que j'ai fait des choses que j'imaginais pas. Ça, c'est la beauté des opportunités données par la vie. Jean-Louis Etienne dit « Fais un premier pas, la vie fera le reste ». Je trouvais ça sensationnel de pouvoir passer d'idées à la matérialisation par du code
de ce qu'on avait anticipé avec l'effet de levier de la puissance de calcul. Je perçois depuis 5 ans, avec l'arrivée d'outils autour de la data et de techniques qui se rapprochent de l'IA, évidemment, je suis CIO, donc je sais un peu quelques trucs là-dessus et je comprends. Mais je n'ai pas la même pertinence technique. Donc déjà, je ferai pas du consulting à 65 ans sur l'IT, je peux vous le dire. Mais par contre, ce que j'ai appris, ce que j'ai renforcé, c'est sur le management. Je gère des équipes de plusieurs centaines de personnes depuis, je pense, 25 ans maintenant à peu près. S'il y avait quelque chose à retenir, c'est que vous-même êtes transformé par ce que vous faites. Mais surtout, vous développez des gens, et ça, c'est le plus gratifiant. Parce que l'important pour un manager, c'est certes de produire les résultats, ça c'est le minimum, mais c'est aussi de préparer la suite en préparant des gens. Pour moi, au final, c'est ce qui compte, quoi. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à vous. Jean-Luc Perrard, DSI de Stellantis, était donc notre expert du jour. Merci de nous avoir présenté votre travail orienté vers le maintien de la qualité actuelle des services, mais aussi largement consacré au développement futur de la technologie informatique et des métiers de l'automobile. Sans oublier l'importance de la proximité avec les métiers et la transmission aux futures générations de DSI. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Instant IT par Ascensi. D'ici là, sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble de la collection sur toutes les plateformes de podcast. L'Instant IT par Ascensi.